Au cœur du XXe siècle, une ombre sombre s'est abattue sur l'Europe. Le Troisième Reich, avec ses bannières à croix gammées et ses soldats au pas de loi, cherchait à imposer sa volonté au monde. Ce fut une époque de peur, de conformité, où les voisins espionnaient leurs voisins. Dans cette atmosphère étouffante, où chaque mot pouvait être une condamnation à mort, la résistance semblait presque impossible. La plupart imaginent la résistance comme une affaire clandestine de soldats aguerris et d'opposants politiques endurcis. Pourtant, l'histoire recèle des secrets, souvent dans les endroits les plus inattendus. Au cœur même de l'Allemagne nazie, un autre type de rébellion se préparait, menée non par des généraux ou des hommes d'État, mais par des adolescents. C'étaient des garçons et des filles qui auraient dû penser à leur premier amour ou à leur future carrière. Au lieu de cela, ils ont choisi de défier le régime le plus terrifiant de leur époque. Leurs histoires ne sont pas de grands récits de victoire sur le champ de bataille. Ce sont de modestes chroniques d'un immense courage, murmurées lors de réunions secrètes et peintes sur les murs des villes au cœur de la nuit. Ces jeunes ont vu la monstrueuse injustice de l'idéologie nazie et ont refusé de détourner le regard. Alors que des millions d'adultes étaient emportés par la ferveur nationaliste ou paralysés par la peur, ces adolescents se sont accrochés à leur propre sens du bien et du mal. Ils ont compris, avec une clarté qui fait honte à beaucoup de leurs aînés, que le silence face au mal est une forme de complicité. Leurs actes de défi, bien qu'ils puissent paraître insignifiants dans le contexte d'une guerre mondiale, étaient monumentaux. Ils témoignaient du pouvoir durable de l'esprit humain à résister à l'oppression, même lorsque les chances sont insurmontablement contre lui. Pourquoi l'ont-ils fait ? Qu'est-ce qui pousse un jeune, à peine adulte, à tout risquer ? Ils ont risqué l'arrestation, la torture et l'exécution. Ils ont sacrifié les joies simples de la jeunesse, pour un combat périlleux pour la liberté et la dignité humaine. Pour certains, c'était une réaction viscérale contre la conformité étouffante exigée par le régime. Pour d'autres, c'était une conviction profondément morale ou religieuse qui ne pouvait être réconciliée avec la haine et la violence qu'ils voyaient autour d'eux. Ils écoutaient de la musique interdite, lisaient des livres censurés et partageaient des idées que l'État avait déclarées criminelles. Ils étaient les étincelles de lumière dans une ère de profonde obscurité, prouvant que le désir de liberté n'est pas une question d'âge ou d'expérience. C'est un instinct humain fondamental. Cet essai explore l'histoire oubliée de ces jeunes héros. Nous découvrirons l'histoire des pirates de l'Edelweiss, avec leur style défiant et leurs actes de sabotage. Nous marcherons aux côtés des membres de la Rose Blanche, des étudiants universitaires qui ont manié le pouvoir des mots contre une dictature brutale. Leurs noms, longtemps réduits au silence par l'histoire, méritent d'être rappelés. Ce ne sont pas seulement des figures d'un livre d'histoire, ils sont une inspiration éternelle. Ils nous apprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Leur héritage est un puissant rappel que même dans les moments les plus sombres, les actions de quelques individus courageux peuvent éclairer le chemin vers un monde meilleur. Adolf Hitler avait compris une vérité effroyablement simple. Pour bâtir un Reich qui durerait 1000 ans, il devait s'emparer de l'avenir. L'avenir, pour lui, c'était la jeunesse. Il a déclaré de façon célèbre « Celui-là seul qui possède la jeunesse gagne l'avenir ». Ce n'était pas de la simple rhétorique, c'était la pierre angulaire de tout son projet politique. Le régime nazi a systématiquement démantelé toutes les organisations de jeunesse, des clubs sportifs aux groupes religieux, et les a remplacés par une entité unique et omniprésente, les jeunesses hitlériennes ou Hitlerjugend. L'adhésion n'était pas seulement encouragée. En 1939, elle est devenue obligatoire pour tous les garçons et filles ariens. L'objectif était une endoctrination totale, pour façonner toute une génération en suiveurs inconditionnels du Führer. La vie au sein des jeunesses hitlériennes était un programme soigneusement orchestré d'entraînement physique et idéologique. Les garçons étaient préparés à un avenir de soldats, participant à des exercices militaires rigoureux, à des sports et à des entraînements conçus pour développer la force et l'agressivité.
Les filles, dans la Ligue des jeunes filles allemandes, étaient informées à leur rôle prescrit de mères de la future race aryenne, se concentrant sur les compétences domestiques, la forme physique et l'hygiène raciale. Le contrôle du régime était absolu. Leur temps libre, leurs amitiés et même leurs pensées devaient être dirigés par le parti. On leur enseignait à voir Hitler comme une figure paternelle, à privilégier l'État avant leur propre famille et à rapporter toute dissidence qu'ils pourraient entendre, même de leurs propres parents. C'était un système de contrôle du berceau à la tombe. Se rebeller contre ce système, c'était inviter la catastrophe. Il ne s'agissait pas simplement de manquer une réunion ou de refuser de porter l'uniforme. La dissidence était considérée comme une trahison du peuple allemand et du Führer lui-même. Les adolescents qui résistaient étaient étiquetés comme asociaux, criminels ou ennemis politiques. Les conséquences étaient les graves et rapides. La première infraction pouvait entraîner un avertissement sévère et une humiliation publique. Une défiance répétée pouvait entraîner l'expulsion de l'école, ce qui bloquait toute voie vers une carrière respectable. Pour ceux qui persistaient, la redoutable Gestapo, la police secrète d'État, intervenait. Cela signifiait des interrogatoires, des passages à tabac et l'emprisonnement dans des camps de concentration, même pour des jeunes de 14 ou 15 ans. Dans ce climat de contrôle total et de surveillance constante, tout acte de non-conformité était un acte de courage profond. Porter les cheveux un peu trop longs, écouter les sons soi-disant dégénérés du jazz américain, ou rencontrer des amis en dehors des structures officielles, c'était défier les fondements même de l'État nazi. C'était une déclaration d'individualité dans un régime qui exigeait une uniformité absolue. Ces jeunes rebelles connaissaient les risques, ils voyaient leur père puni, ils entendaient les menaces de leurs dirigeants. Et pourtant, ils ont choisi de défier. Ils ont choisi d'être eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, et ce faisant, ils se sont engagés sur un chemin dangereux de résistance qui coûterait la vie à beaucoup d'entre eux. Alors que la majorité de la jeunesse allemande marchait au pas, de petites poches de rébellion ont commencé à se former dans les villes industrielles de Rhénanie. Ils se sont appelés les pirates de l'Edelweiss, ou Edelweiss-Piraten. Le nom lui-même était un acte de défi. La fleur d'Edelweiss, symbole de pureté et d'aventure, était portée comme leur emblème, épinglée à leur col ou à leur chapeau. C'était un rejet subtil mais clair de la croix gammée. C'étaient des adolescents de la classe ouvrière, principalement âgés de 14 à 18 ans, qui avaient abandonné ou avaient été expulsés des jeunesses hitlériennes. Ils détestaient la discipline militaire et la propagande abrutissante. Ils voulaient la liberté, pas la conformité. Leur style était leur première arme. Cheveux longs, foulards colorés et chemises à carreaux. Un contraste frappant avec les uniformes ternes des jeunesses hitlériennes. Leur résistance était d'abord culturelle. Ils se rassemblaient au coin des rues, dans les parcs ou dans les ruines bombardées de villes comme Cologne et Essen. Ils chantèrent des chansons folkloriques et des tubes populaires interdits par le régime, réécrivant parfois les paroles pour se moquer d'Hitler et de ses acolytes. Ils jouaient de la guitare et de l'accordéon, créant leurs propres petites îles de liberté où ils pouvaient être jeunes et insouciants. Ils organisaient des randonnées et des camps à la campagne, imitant délibérément les activités des jeunesses hitlériennes, mais les réappropriant à leurs propres fins, échappés à l'œil vigilant des autorités. Ces voyages étaient l'occasion de planifier des actes plus audacieux et de renforcer les liens de leur fraternité et sororité clandestine, car les filles étaient des membres actifs des groupes. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que le régime devenait plus brutal, les actions des pirates de l'Edelweiss ont escaladé. Leurs petits actes de défi culturel se sont transformés en confrontations directes. Ils ont commencé par peindre des slogans anti-nazis sur les murs et les wagons de chemin de fer à la faveur de l'obscurité. « À bas Hitler » et « Plus de beurre, moins de canons » étaient des refrains courants. Ils se sont engagés dans des bagarres de rue avec les patrouilles des jeunesses hitlériennes, les tendant souvent des embuscades pour régler des comptes et affirmer leur présence. Leur résistance est devenue plus organisée et plus dangereuse. Ils ont aidé à abriter des déserteurs de l'armée et des personnes fuyant le régime, y compris des juifs.
Certains groupes sont allés encore plus loin, sabotant des lignes de chemin de fer et volant des armes et des explosifs dans des dépôts militaires. Ce n'étaient non plus seulement des adolescents rebelles, ils devenaient une véritable épine dans le pied de la Gestapo. Le régime nazi, exaspéré par cette dissidence interne, a répondu avec sa brutalité caractéristique. La chasse aux pirates de l'Edelweiss s'est intensifiée. Des centaines ont été arrêtés tout au long de l'année 1943 et 1944. Ils ont été soumis à la torture, envoyés dans des centres de détention pour jeunes ou jetés dans des camps de concentration. Le point culminant tragique a eu lieu à Cologne en novembre 1944, lors d'une démonstration publique de terreur visant à écraser tout esprit de rébellion restant. 13 personnes, dont 6 adolescents, identifiés comme des pirates de l'Edelweiss, ont été pendus publiquement sans procès. Parmi eux se trouvait Bartholomäus Schinck, âgé de 16 ans. Ils ont été exécutés pour leur résistance, leur désir de liberté et leur refus de s'incliner. Leurs morts ont été un témoignage brutal du prix de leur courage. Tandis que les pirates de l'Edelweiss combattaient dans les rues et les ruines, une autre forme de résistance fleurissait dans les salles sacrées de l'université de Munich. C'était la Rose Blanche, ou Die Weiße Rose. Ses membres n'étaient pas des rebelles de la classe ouvrière, mais des étudiants privilégiés et intellectuels en médecine et en philosophie. À son cœur se trouvaient un frère et une sœur, Hans et Sophie Scholl, ainsi que leurs amis Christoph Probst, Alexander Schmorell et Willy Graf. Ils étaient brillants, idéalistes et profondément troublés par l'abîme moral dans lequel leur pays était tombé. Ayant été témoins des atrocités du régime de première main, Hans et ses amis avaient servi comme médecins sur le front de l'Est. Ils ressentaient une profonde obligation morale d'agir. Ils ont choisi les mots comme armes. La Rose Blanche croyait que le peuple allemand était complice des crimes du régime par son acceptation passive et son silence. Leur mission était d'éveiller la conscience de la nation. Entre juin 1942 et février 1943, ils ont écrit, imprimé et distribué 6 puissantes brochures. Ce n'étaient pas de simples appels à la rébellion. C'étaient des essais sophistiqués, citant la littérature classique, la philosophie et la Bible. Ils ont éloquemment condamné la persécution des Juifs, dénoncé le massacre insensé de la guerre et appelé au sabotage de la machine de guerre nazie. Ils ont lancé un appel à l'intelligentsia allemande, les exhortant à reconnaître leur responsabilité intellectuelle et morale de résister à la tyrannie. L'opération était incroyablement risquée. Les membres de la Rose Blanche devaient acquérir une machine à dupliquer, ainsi que de grandes quantités de papier et d'enveloppes, qui étaient toutes des marchandises strictement contrôlées. Ils travaillaient en secret, souvent tard dans la nuit, dans un petit atelier. Une fois imprimées, les brochures devaient être distribuées. Ils les laissaient dans des cabines téléphoniques, les envoyaient par la poste à des adresses aléatoires tirées de l'annuaire et les transportaient secrètement dans des valises vers d'autres villes comme Hambourg, Stuttgart et Vienne pour être distribuées par des sympathisants. Chaque brochure était un pari, chaque voyage une danse avec la mort. La Gestapo était en état d'alerte maximale à la recherche de la source de ces pamphlets séditieux qui apparaissaient avec une régularité alarmante et embarrassaient le régime. Le message du groupe était intransigeant et direct. Ils cherchaient à briser l'apathie de leurs concitoyens. Leur 4e dépliant déclarait audacieusement « Chaque mot qui sort de la bouche d'Hitler est un mensonge ». Leur 5e, écrit après la défaite catastrophique de l'Allemagne à Stalingrad, exhortait le peuple à se séparer de la sous-humanité nationale socialiste. Prouvez par vos actes que vous pensez autrement. Leur but n'était pas de renverser le gouvernement par la force. Ils savaient qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais de déclencher une révolution de l'esprit. Ils croyaient que si suffisamment de gens ouvraient les yeux et refusaient de coopérer, toute la structure pourrie s'effondrerait. C'était une bataille pour l'âme de l'Allemagne, menée avec de l'encre, du papier et un immense courage. Le début de la fin pour la Rose Blanche survint le 18 février 1943. C'était une froide journée d'hiver. Hans et Sophie Scholl, portant une lourde valise remplie d'exemplaires de leur 6e tract,
entrèrent dans le bâtiment principal de l'université de Munich. Les couloirs étaient monnaie vide, les cours ayant lieu. Ils se déplacèrent rapidement, laissant des piles de tracts devant les amphithéâtres. Avec quelques exemplaires restants, Sophie prit une décision fatale. Montant au dernier étage, elle jeta les tracts restants par-dessus la balustrade. Ils virevoltèrent dans l'atrium principal, comme de la neige, atterrissant aux pieds des étudiants qui commençaient tout juste à sortir de leur cours. Ce fut un geste audacieux, presque théâtral et fatal. Un concierge de l'université, Jacob Schmid, membre loyal du parti, vit les tracts tomber. Il aperçut Hans et Sophie et cria immédiatement « Vous êtes en état d'arrestation !» Il verrouilla les portes principales de l'université et retint les Scholl jusqu'à l'arrivée de la Gestapo. Le rêve d'un éveil moral était terminé. Hans et Sophie furent emmenés au quartier général de la Gestapo, où ils subirent des heures d'interrogatoire intenses. Au début, ils nièrent tout, mais les preuves étaient accablantes. Lorsque la Gestapo trouva un brouillon manuscrit d'un 7e tract dans la poche de Hans, écrit par Christoph Probst, ils surent qu'il détenait la clé de tout le groupe. Hans et Sophie avouèrent alors, assumant l'entière responsabilité dans une tentative désespérée de protéger leurs amis. Leur procès fut une farce, un procès-spectacle conçu pour intimider. Le 22 février, 4 jours seulement après leur arrestation, Hans, Sophie et Christoph Probst furent traduits devant le tristement célèbre tribunal du peuple, présidé par le juge nazi fanatique, Roland Freisler. Freisler hurla et lança des insultes aux accusés, leur refusant toute réelle chance de se défendre. Mais Sophie Scholl ne se laissa pas intimider. Dans un moment d'incroyable défi, elle regarda le juge dans les yeux et dit « Quelqu'un, après tout, devait faire un début. Ce que nous avons écrit et dit est également cru par beaucoup d'autres. Il n'ose simplement pas s'exprimer comme nous l'avons fait. » Son courage laissa la salle d'audience dans un silence stupéfait. Le verdict était une conclusion inévitable, la mort par guillotine. On leur accorda quelques instants pour dire au revoir à leurs parents qui avaient réussi à entrer dans le palais de justice. Leurs derniers mots témoignent de leur conviction inébranlable. Christoph Probst, « Je meurs pour mes amis. » Hans Scholl, « Vive la liberté. » Mais peut-être que le message le plus durable de la Rose Blanche se trouve dans leur tract. Un cri puissant qui résonne à travers l'histoire. Nous ne nous tairons pas, nous sommes votre mauvaise conscience. La Rose Blanche ne vous laissera pas en paix. Ils furent exécutés le même après-midi. Sophie avait 21 ans. Hans avait 24 ans. Christoph avait 23 ans. Ils sont morts pour leurs mots, pour leur conscience et pour leur foi en une Allemagne meilleure. L'histoire de ces jeunes résistants allemands nous force à confronter une question profonde. Quelle est la nature du courage ? Pour les membres de la Rose Blanche et les pirates de l'Edelweiss, le courage n'était pas un acte unique d'héroïsme, mais un choix conscient et répété. Ce n'étaient pas des soldats aguerris ou des agents politiques, c'étaient des adolescents et de jeunes adultes. Ils auraient pu choisir un chemin différent, un chemin plus facile. Ils auraient pu se fondre dans la masse, répéter les slogans et porter l'uniforme. Ils auraient pu jouir de la sécurité relative et des privilèges que leur jeunesse, et dans le cas des Scholl, leur statut social leur offrait. Ils auraient pu simplement détourner le regard et se concentrer sur la construction d'une vie pour eux-mêmes au sein du système. Au lieu de cela, ils ont choisi la voie de la plus grande résistance. Ils ont choisi de voir, de parler et d'agir. Ce choix les a placés en opposition directe avec l'un des États totalitaires les plus puissants et les plus impitoyables de l'histoire. Le contraste entre la vie qu'ils auraient pu avoir et celle qu'ils ont choisie est saisissant. Hans et Sophie Scholl étaient de brillants étudiants en médecine avec des avenirs prometteurs. Les pirates de l'Edelweiss étaient de jeunes travailleurs qui voulaient simplement la liberté de chanter leurs propres chansons et de vivre selon leurs propres règles. Ils étaient à un âge où la vie est censée être faite de découvertes, d'amitié et d'espoir. Pour eux, elle est devenue une lutte à mort contre une idéologie monstrueuse qui cherchait à éteindre tout ce qui leur était cher. La liberté, l'individualité et la dignité humaine.
Leur jeunesse est précisément ce qui rend leur résistance si remarquable. Ils ne possédaient pas le cynisme qui peut parfois venir avec l'âge. Ils avaient une foi inébranlable en ce qui était juste et une intolérance farouche pour ce qui était faux. Alors que de nombreux adultes en Allemagne étaient tôt paralysés par la peur, compromis par l'ambition ou trompés par la propagande, ces jeunes ont vu le régime tel qu'il était, avec une clarté étonnante. Ils n'étaient pas naïfs. Ils comprenaient l'immense danger dans lequel ils se trouvaient. Chaque tract distribué, chaque slogan anti-nazi peint, chaque rassemblement interdit était un pas de plus vers la potence. Pourtant, ils ont continué. Leur courage était alimenté par une urgence morale qui l'emportait sur leur peur de la mort. Ils ont fait un sacrifice que la plupart d'entre nous peuvent à peine comprendre. Ils ont abandonné leur jeunesse, leur avenir et finalement leur vie pour un idéal. Ils ne se sont pas battus pour un gain personnel ou la gloire, mais pour l'âme de leur pays et pour la dignité de personnes qu'ils ne rencontreraient jamais. Leurs actions constituent un puissant démenti de l'idée selon laquelle la jeunesse est synonyme d'apathie ou d'ignorance. Elles démontrent que la clarté morale et la volonté d'agir ne dépendent pas de l'âge. Le courage de ces adolescents était une force pure et puissante, une tentative brave et désespérée de retenir un océan de haine à main nue. En fin de compte, ils ont été engloutis par la vague, mais non sans avoir montré aux autres que la résistance était possible. Pendant un temps, il a semblé qu'Hitler pourrait réussir à effacer la mémoire de ces jeunes rebelles. Immédiatement après la guerre, l'Allemagne, aux prises avec sa propre culpabilité et sa dévastation, a tardé à reconnaître ses héros internes. Les histoires des pirates de l'Edelweiss et de la Rose Blanche ont été largement oubliées, enfouies sous les décombres d'une nation vaincue. Les pirates étaient encore considérés par certains comme de simples délinquants, et les Scholls comme des idéalistes naïfs dont le sacrifice avait été vain. Le régime les avait exécutés et pendant un certain temps, l'histoire sembla les avoir réduits au silence également. Mais la vérité, comme la lumière pour laquelle ils ont combattu, ne peut être éteinte pour toujours. Leur héritage était trop puissant pour rester enfoui. Lentement, leurs histoires ont refait surface. Les tracts survivants de la Rose Blanche ont été republiés. Les témoignages des pirates de l'Edelweiss survivants ont été enregistrés. Des places, des écoles et des rues à travers l'Allemagne ont été nommées en l'honneur de Hans et Sophie Scholl. Aujourd'hui, ils sont vénérés comme des héros nationaux, symboles de l'autre Allemagne, l'Allemagne qui n'a pas abandonné sa conscience. Leur échec à renverser le régime de leur vivant ne diminue en rien l'importance de leur lutte. Leur victoire n'était pas militaire, mais morale. Ils ont prouvé que même au cœur du Troisième Reich, l'esprit d'humanité et de liberté n'était pas mort. Ils ont perdu la vie, mais ils ont gagné une place éternelle dans les annales du courage. L'héritage de ces adolescents est une leçon profonde et durable pour toutes les générations futures. Il nous enseigne que la liberté n'est pas un acquis, c'est une chose précieuse et fragile qui doit être constamment défendue. Il nous rappelle que la tyrannie se nourrit du silence des bonnes personnes. Le message de la Rose Blanche, « Nous ne nous tairons pas », est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 1943. C'est un appel à l'action pour quiconque est témoin d'une injustice. Il nous dit que notre silence nous rend complices et que nous avons un devoir moral de nous exprimer, même lorsque c'est difficile ou dangereux. Leur histoire est un puissant contre-récit à l'idée que les individus sont impuissants face à un pouvoir étatique écrasant. En fin de compte, les adolescents qui ont défié Hitler nous laissent une vérité simple et puissante. La liberté appartient à ceux qui osent la défendre, quel que soit leur âge. Leur sacrifice n'a pas été vain, car leur mémoire continue d'inspirer. Ils se tiennent comme des gardiens éternels de la conscience, nous rappelant que la lutte pour la justice, la dignité et la liberté est intemporelle. Les pirates de l'Edelweiss et les membres de la Rose Blanche nous montrent que l'histoire n'est pas seulement façonnée par de puissants dirigeants et de vastes armées, mais aussi par le courage tranquille et déterminé de jeunes gens qui refusent d'accepter un monde dépourvu d'humanité.
Leurs voix, autrefois réduites au silence par la lame du bourreau, résonnent maintenant, à travers les décennies, un témoignage du pouvoir incassable de l'esprit humain.